Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai décidé d'inviter un profil passionné par les marques, passionné par l'histoire des marques et qui a une belle expérience dans l'univers de la grande consommation. Je reçois aujourd'hui Elisa Ouvrard. Bonjour Elisa. Bonjour Jonathan. Alors aujourd'hui, tu as monté Histoire de Trade, une entreprise qui aide les marques à innover et à se démarquer grâce au trade marketing. Mais avant de parler plus en profondeur de ce que tu fais, est-ce que tu peux commencer par te présenter à notre audience? Oui, bien sûr. Alors en effet, moi j'ai un background maintenant, ça fait mal de dire ça, mais de 20 ans en marketing communication et j'avais un parcours vraiment atypique puisque j'ai fait un parcours double, agence et annonceur. Donc j'ai commencé par 10 ans en agence de com où j'ai travaillé énormément pour des marques, de grande distribution, mais aussi un peu tout le type de réseau retail. J'ai aussi fait beaucoup de GSS et aussi bien pour de l'hygiène beauté, pour, de la restauration, pour, du jouet, pour de l'entertainment, pour de l'alimentaire plus classique. Donc j'ai fait vraiment pas mal de secteurs assez différents dans le monde des agences. Donc où je suis restée pendant 10 ans avec plusieurs comptes divers et variés où j'ai appris toutes les techniques de trade marketing, de négociation avec les enseignes, mais aussi tout ce qui était outstore, tout ce qui était CRM digital et toutes les techniques diverses de marketing com. Et après, en fait, au bout de 10 ans, j'ai décidé que j'avais envie de creuser un peu plus loin l'histoire d'une enseigne, de mieux comprendre en tout cas les attentes des consommateurs, comprendre comment les histoires, comment les opérations promotionnelles étaient vraiment vécues par les clients, comment on embarquait une force de vente, comment on comprenait un peu mieux les chiffres, les différents KPIs et le ROI qu'on pouvait en tirer. Et donc, j'ai intégré le secteur du retail directement via la Halle, où je suis restée 9 ans. Donc, la Halle où j'ai grandi pendant 9 ans pour finir à la direction marketing communication et où du coup j'ai vraiment appris tous les rouages, toutes les techniques, aussi bien de l'influence, des RP, du CRM, du digital, des magasins, du merchandising, etc., etc., ainsi que tout ce qui était marketing local, qui était une grosse partie aussi à la Halle. Et avec toujours en fond une dominante vraiment très trade marketing, partenariat, qui m'animait vraiment spécialement, de ce que j'estime qu'en tout cas, on a vraiment tout à gagner à travailler à plusieurs et qu'aujourd'hui, les partenariats de marques, d'enseignes, de licences, c'est vraiment une des clés de la réussite pour vraiment émerger et sortir du lot. Et donc, du coup, après ces 20 belles années, j'ai décidé de me lancer à mon compte avec Histoire de Trade. Ça fait une sacrée expérience. On va y revenir un peu sur l'histoire des licences. 20 ans de carrière, ça veut dire que tu as connu un peu les balbutiements du web il y a un petit moment, hein, ça ne nous rajeunit pas. Comment tu as vu cette évolution, toi, au niveau des marques, à l'arrivée du web? Alors ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Alors c'est vrai que le web au sens large, mais aussi globalement, je pense au CRM qui à l'époque s'appelait marketing direct, où on faisait encore le mailing à l'ancienne. Donc ça, en effet, j'ai connu les mailings à l'ancienne où on mettait juste la bonne adresse avec la bonne case, etc. J'ai vraiment vu l'avènement de la data, l'importance de la data, l'importance de bien connaître son client pour vraiment lui parler de manière personnalisée. Et vraiment au niveau du web, en effet, au début, on est passé de la simple publicité sur le digital à l'essor de tous les sites e-commerce des enseignes, ensuite aux services omnicanaux. Donc ça s'est vraiment développé au fur et à mesure. Je l'ai pas trop vécu. Alors en agence, c'était plus en effet sur du site web classique, de l'arborescence de site pour vraiment parler d'une marque. Et vraiment la partie e-commerce omnicanal, je l'ai vraiment vécu fortement à la Halle. Parce que quand je suis arrivée, le site e-commerce La Halle avait à peine 1 an. Donc c'est vrai qu'on l'a vraiment fait évoluer. On a commencé aussi à développer les réseaux sociaux. On a créé le Facebook quand j'étais là-bas à la Halle. On a créé l'Instagram. On a développé Pinterest. Là, on se posait des questions sur TikTok. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment grandi à la Halle avec cette arrivée très forte du digital qui pesait lourd aussi bien en commerce, mais également en termes de vecteurs de communication. C'est quoi l'outil ou la technologie qui t'a le plus marqué ces dernières années dans le digital? Si tu devais retenir quelque chose qui pour toi a changé l'image des marques sur le web? C'est vraiment tout ce qui est service, je pense, omnicanaux, qui font qu'aujourd'hui, Ouais. on a vraiment un parcours client qui est sans couture et qu'on peut se permettre d'aller dans un magasin, de se rendre compte qu'il y a pas forcément le stock, mais d'aller après, interroger le e-commerce pour trouver le bon produit, et tout ce qui est vraiment service qui aide, en fait, au niveau de la logistique à être livré le plus rapidement possible. Tu parlais, du trade marketing dans ta présentation, qui par définition est une coopération entre les industriels et les distributeurs. Comment toi tu le définis, le trade marketing?
Alors, je le définirais pas forcément comme ça, en fait. Oui, ça existe entre les industriels et les distributeurs, oui, c'est sûr. Mais pour moi, ça va encore plus loin. Pour moi, vraiment, le trade marketing, c'est réussir vraiment à mettre ensemble, donc soit une marque, un distributeur, soit 2 distributeurs ensemble, comme on le voit beaucoup aujourd'hui avec tout ce qui se passe Ouais. sur les partenariats interenseignes, soit une marque et une licence, soit une licence et un distributeur. En fait, pour moi, c'est vraiment d'une manière nationale ou locale, c'est l'interaction entre 2 marques qui ont un ADN, une cible commune et qui ont envie justement de s'associer pour raconter une histoire à ses clients et pour quelque part développer le business d'un côté comme de l'autre, développer l'image de marque et créer de la préférence. Concrètement, là, on est dans la définition un peu théorique. Dans la pratique, ça se matérialise comment? Ou est-ce qu'on a des exemples récents qu'on peut éventuellement citer? Alors dans la pratique, après, dans tout ce qui se passe depuis quand même des années, typiquement en GSA, on se rend bien compte que quand on a une opération trade avec un Carrefour, avec un Auchan, avec un Leclerc, qu'on arrive avec notre marque nationale et qu'on propose un jeu concours ou une opération pour les porteurs de cartes, etc. Ça, on va dire que c'est la base du trade marketing. C'est quelque chose qui fonctionne encore beaucoup aujourd'hui, qui est quand même encore très fort. Mais dans les exemples qu'on a aujourd'hui de trade marketing innovant, on a vraiment tout ce qui est, il y a vraiment deux gros exemples pour moi. Il y a vraiment le côté shop in shop dans les enseignes. Quand on voit aujourd'hui Decathlon qui s'est installé chez Auchan, quand on voit Gémeaux chez Intermarché, pour moi, c'est des vraies belles opportunités de trade marketing. Donc ça, il y a vraiment cette partie-là. Et la deuxième partie du trade marketing qui a beaucoup de développement ces temps-ci, c'est vraiment la licence. Donc c'est des opérations avec des Disney, avec des Warner, etc. Avec en tout cas des licences de marque où là, pareil, du coup, on vient proposer à une enseigne ou à une marque de bénéficier d'une licence et de raconter une histoire autre. Et là, on l'a vu récemment, typiquement chez Carrefour avec Funko Pop pour l'opération de Pâques où Carrefour proposait à ses clients une Funko Pop pour 5 € au lieu de 14,99 €, qui est le prix classique de la Funko, s'ils achetaient un chocolat de Pâques. Typiquement, c'est une opération trade sous licence, forte et dans l'air du temps. Donc ça, c'est une opération qu'on voit quand même beaucoup émerger dans la grande distribution de ces temps-ci. Alors l'enjeu, il est business forcément. On parle de commerce, donc forcément il y a un enjeu business. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux selon toi derrière ces collaborations? Pour moi, oui, l'enjeu, il est business, mais il est aussi image. Il est aussi image et il est aussi partage de données. Parce que très, très régulièrement, quand on fait des opérations trade, pour en avoir mené, par exemple, beaucoup avec la Halle, notamment avec Disney, forcément, Ouais. quand on fait un jeu, une opération, on va demander aux clients d'être opt-in pour la Halle et d'être opt-in aussi Disney, partenaire. Et derrière, c'est des opérations où quand l'adéquation des cibles est bonne, on récupère Ouais. énormément d'opt-in, donc de la data. Quand tu parlais, des shop in shop, des collaborations inter-enseignes. Tu parlais notamment, Decathlon chez Auchan, IKEA chez Cora, Gémeaux chez Intermarché aussi. C'était des pratiques qui étaient assez inenvisageables, pardon, par le passé. C'est devenu plutôt courant. Est-ce que c'est le signe aussi que les choses changent et que le commerce est en train de changer justement et que les enseignes ont tendance aussi à répondre à l'attente des consommateurs et aussi à améliorer l'expérience client en point de vente? Alors, je pense qu'il y en effet une vraie mutation dans le commerce aujourd'hui, et c'était un Ouais, peu aussi tout mon constat quand j'ai voulu lancer Histoire de Trade. Aujourd'hui, on a quand même un avènement qui est très fort des discounters. On voit la montée en puissance des actions, des Stocomanie, des Iman, etc., qui sont quand même extrêmement forts avec un business model vraiment à part. On a forcément aussi la montée en puissance des pure players, autant plus avec le Covid, notamment ouais. Amazon, pour pas le citer, qui est quand même extrêmement fort. Donc aujourd'hui, le retail classique doit se réinventer. Pour moi, il doit vraiment se réinventer parce qu'il faut quand même qu'ils arrivent à sortir du lot et à proposer aux consommateurs une expérience qu'ils ne pourraient pas vivre chez un discounter ou qu'ils ne pourraient pas vivre avec un pure player. Donc ça, ce constat-là, je pense que de nombreux retailers se le sont faits. Ça a été fortement accéléré avec le Covid, parce qu'en effet, l'essor des shop-in-shop dans les enseignes, surtout au départ, la priorité, c'était de se dire, mon magasin est fermé, comment j'arrive quand même à être visible en dehors de mes zones de magasin? Donc, c'était à la base par rapport à ce contexte sanitaire et social un peu particulier. Mais après, je pense que c'est aussi d'aller en fait au-delà du client. Par exemple, l'offre Gémeaux chez Intermarché, pour Gémeaux, le PDG citait d'ailleurs cette phrase que je trouvais très juste: «Nous voulons être présents là où le consommateur se trouve, afin de simplifier son quotidien avec une offre accessible de qualité».
Et ça, je trouve ça très juste dans les propos parce que du coup, pour un Intermarché qui propose que des produits avec sa propre marque principalement, ça permet à Intermarché de diversifier son offre textile avec des produits autres, différents, et ça permet à Gémeaux d'aller au-delà de ses clients. Et donc, du coup, le pari, il est gagnant. Pareil sur Decathlon, Auchan. Auchan, ils ont des rayons sport, mais c'est des rayons sport de la marque Auchan. Decathlon a quand même une force de frappe et une notoriété qui n'est plus à faire sur le monde de sport. Il est vraiment reconnu comme le spécialiste. Donc du coup, Auchan va découvrir cette force de la marque Decathlon, qui est vraiment une marque emblématique au niveau du sport. Et Decathlon va bénéficier d'un trafic d'un Auchan, parce qu'on sait très bien que l'alimentaire, comparé au GSS, le trafic naturel et la fréquence est beaucoup plus forte. Donc du coup, pour moi, c'est un bel exemple de trade marketing parce que les deux sont gagnants. On a l'impression dans les exemples que tu cites qu'on parle beaucoup de non alimentaire. Est-ce qu'on a aussi des exemples dans l'alimentaire qu'on peut citer? De partenariat interenseigne? Ouais, de partenariat, ouais. Alors interenseigne, j'en vois pas. Interenseigne, j'en vois pas parce qu'après j'ai Ikea et Cora, mais c'est pareil, on est sur du non alimentaire côté Ikea. Non, après c'est vrai que sur l'alimentaire, on voit plus apparaître des shop-in-shop avec des marques, ce type de choses. Et là, pour le coup, sur l'alimentaire, on a beaucoup plus d'opérations sous licence qui sont extrêmement fortes. Par exemple, on a le partenariat magnifique de Lidl avec Astérix, qui pour le coup, c'est extrêmement bien trouvé, parce que pour le coup, on regarde l'ADN, on parlait d'ADN tout à l'heure, parce que moi, tout ce que je défends dans Oui. l'histoire de trade, c'est justement l'histoire et la légitimité d'un partenariat. Et typiquement, Astérix et Lidl qui est quand même marque, voilà, enseigne française, enseigne qui vraiment prône la qualité française, les produits français. Astérix qui est quand même le français par excellence, hein, Made in Gaul. Et donc du coup, ils se sont réunis autour de ce concept Made in Gaul pour justement montrer que le lait qu'on propose chez Lidl, c'est du lait made in Gaul, la viande, c'est de la viande made in Gaul. Donc, ils ont vraiment rebondi sur l'ADN d'Astérix qui était très fort pour justement ancrer leur positionnement made in France chez Lidl. Donc ça, pour moi, c'est typiquement une opération réussie de partenariat entre deux ADN de marques fortes, Astérix et Lidl. Ouais, quand on parle de licence, alors juste pour expliquer à nos auditeurs, c'est l'achat finalement d'une marque forte comme Astérix, tu l'as cité, Harry Potter notamment, et ça vient compléter l'offre commerciale, ou en tout cas ça vient booster l'offre commerciale. Exactement. Et la licence, en plus, on peut vraiment l'exploiter sur différents terrains, c'est-à-dire qu'on peut soit l'exploiter juste en tant que caution, donc ce qu'a fait Lidl en prenant en effet Astérix, parce qu'il n'y a pas de produit Lidl Astérix en tant que tel. Ils ont vraiment coûté de la caution de la marque, mais on peut aussi développer des produits sous licence. C'est ce qui se passe beaucoup sur du textile. Un Gémeaux, un La Halle vont faire en effet des produits Reine des Neiges, des produits Harry Potter, avec tout plein de licences diverses et variées. La licence, elle est aussi fortement aussi connue sur le jouet. Ah, pardon. Hop. Excuse-moi. La licence, voilà, elle est aussi très très connue sur le jouet, mais la licence, on peut la jouer soit en développement produit ou soit uniquement en caution. Comment, c'est quelque chose qui finalement est assez transparent pour un consommateur. On réalise pas toujours les licences qui se cachent derrière. Comment on explique les raisons de ce succès? Qu'est-ce qui fait qu'un consommateur va plus facilement acheter un produit sous licence qu'un produit qui ne l'est pas? C'est vraiment l'avènement de l'entertainment dans notre vie, dans notre quotidien, tous les jours, que ça soit, alors un peu moins ces temps-ci forcément, une sortie cinéma, un catalogue de Noël, un dessin animé, une série télé. On est tous exposés en fait énormément à tout ce qui est entertainment partout où on passe. Et donc c'est vrai que du coup, le produit sous licence, au début, il était quand même très joué sur l'enfant, parce que l'enfant voulait retrouver ses héros de dessins animés sur son t-shirt, sur son cartable, en plus d'avoir la peluche ou en plus d'avoir le jouet. Et au fur et à mesure, le côté, en fait, dans la mode, je pense que l'avènement de tout ce qui était vraiment logotype, wording, qui s'est beaucoup étendu ces temps-ci, pour affirmer un peu sa personnalité, affirmer un petit peu son style, forcément, la licence, elle a grandi aussi avec ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve par exemple des marques qui sont devenues des love marks, comme un Coca-Cola par exemple. Coca-Cola est devenu une licence à part entière. Et le fait aujourd'hui de vendre un t-shirt Coca-Cola sur une cible millennials, ça plaît. On affirme une personnalité, on affirme un style. Alors c'est quand même plus vendeur chez les enfants et ensuite chez les millennials, jeunes adultes. C'est sûr que chez les personnes un peu plus âgées, mais ça reste quand même un développement très fort parce qu'on a envie d'afficher en fait une personnalité, un style, quelqu'un qui vient avec le t-shirt Friends.
voilà, il a quand même, il montre un petit peu son goût, il montre un petit peu qui il est, il affirme un peu sa personnalité. Donc ça, je pense, c'est plus pour les plus âgés, et pour les enfants, c'est bah leur héros, il est toujours avec eux, quoi. J'ai un peu l'impression, parce que moi qui viens du social media, je connais notamment beaucoup l'influence marketing. Finalement, la licence, c'est un peu comme une tierce personne qui va rassurer le consommateur, qui va l'inciter ou oui, le rassurer dans son achat. Et j'ai un peu l'impression que quand on voit Harry Potter, quand on voit Astérix, voilà, on a plus d'affect pour le produit parce que effectivement, c'est une personne qu'on connaît Oui. qui nous recommande finalement le produit. C'est un peu ça, je pense qu'il y a en effet un côté valeur, mais vraiment, je pense qu'en effet, d'ailleurs, souvent les opérations sous licence sont couplées avec des influenceurs qui veulent aussi Ouais, très clairement afficher leur préférence de marque. C'est ouais, aussi lié forcément aux tendances influenceurs de fond. Quand on voit typiquement l'avènement, un bon exemple de success story, c'est Fortnite. Par oui, exemple, Fortnite qui a commencé en petit jeu vidéo pas très connu, petit jeu gratuit qui était pas forcément adossé à une plateforme comme, Xbox ou comme, Nintendo. oui. Jeu gratuit, c'était quand même quelque chose qui se faisait pas forcément dans ce modèle. On a commencé un peu à en parler dans les cours de récré, et puis d'un seul coup, bah, les influenceurs un peu connus, la Michou et consorts, ont commencé aussi à jouer tous à Fortnite. Ça a fait le tour, ça a buzzé sur du TikTok qui est quand même la plateforme par excellence. Et du coup, bah, d'un seul coup, tout le monde a voulu faire du Fortnite parce qu'ils se sont dit: «Oh, il y a un truc à faire avec des produits dérivés». En fait, la licence, c'est vraiment 2 types d'écoles. C'est-à-dire que soit en effet, ça vient du jouet à la base, c'est plutôt le cas des enfants. Par exemple, une Barbie, d'abord c'était la Barbie, la poupée, et ensuite c'est devenu une licence. On affiche du produit Barbie. Alors que à l'inverse, Fortnite, c'est à la base, c'est plutôt un jeu vidéo, c'est pas passé par le jouet. Ouais, ouais. C'est devenu une licence parce que connu par les influenceurs, et que du coup, on en a créé des produits dérivés. Il y a un enjeu important aussi, et peut-être qu'on s'élargit un peu du sujet, mais il y a un enjeu pour les marques aussi d'aller séduire les millénials, comme tu le disais. C'est une cible pour lesquelles les marques tentent davantage de les écouter, de leur proposer de nouvelles expériences, tout en étant à la fois éthiques et responsables. Comment les marques s'adaptent justement à ces nouvelles attentes des consos? Au niveau du côté éthique, Ouais, en élargissant un peu autour de la licence, et cetera. oui, parce que alors, le côté éthique, c'était un peu moins Pas toujours. Ouais. mon sujet. Au niveau de la licence, bah, de toute façon, après, c'est un marathon. En fait, il faut toujours savoir où est-ce qu'il faut mettre les bons pions. Donc, il y a des salons qui sont très connus. Il y en a 2 par an. Un en Angleterre, un au Japon. Il faut savoir, du coup, les dernières tendances du moment. Il faut se tenir à l'affût, donc, des tendances. Il faut se tenir à l'affût des sorties cinéma, des sorties sur les plateformes comme les Netflix, Disney+ ou Amazon Prime. Il faut savoir aussi ce qui va buzzer dans le catalogue de Noël, de la fin d'année. Donc, il faut vraiment déjà être extrêmement au courant de tout ce qui va se passer. Et ensuite, c'est du pari, parce qu'il y a de la valeur sûre. Un Harry Potter est devenu une valeur sûre aujourd'hui, mais il y a 4 ans, alors qu'il n'y avait plus aucun succès, il n'y avait plus aucun, pas succès, j'allais dire une bêtise, mais Ouais. alors qu'il n'y avait plus aucune actu du film. D'un seul coup, Warner a réussi cette stratégie de faire en sorte de rendre Harry Potter omniprésent et de devenir une véritable love mark en licence, alors qu'il n'y avait plus d'actu cinéma. Ah, c'est vrai qu'Harry Potter, pour le coup, il y a plus de sorties de livres, ni de sorties Non, ciné. Comment on explique cet intérêt fort encore pour cette licence? je pense qu'il y a vraiment déjà une charte graphique qui est forte. Je pense que le concept de la magie, c'est un concept qui est très, très prenant aussi en ce moment. Après, je pense que ça dépend vraiment des tendances, mais c'est vrai qu'il y a des succès licences, quelquefois, qu'on n'explique pas. Sur le preschool, la Patte Patrouille, ça fait 8 ans qu'elle caracole en tête, alors qu'en général, on sait que vu le nombre de dessins animés qui sortent tous les ans pour les petits, en général, une licence, elle est vraiment très, très forte pendant 3-4 ans. Après, elle commence à baisser. Ce qui est pas le cas de la Patte Patrouille qui est toujours aussi forte. Et Harry Potter, pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment réussi avec un univers, avec une actualité très forte en termes de produits dérivés, de jouets, de puzzles, de jeux de société. Ils ont réussi à faire vivre et à donner vraiment corps et une âme, en fait, à cette licence, qui fait qu'aujourd'hui, elle est encore très forte. Et ce qui est aussi le cas de la Reine des Neiges, hein. Parce que la Reine des Neiges 2, ça commence aujourd'hui à dater en termes de sortie cinéma. Aujourd'hui, la Reine des Neiges caracole en tête pour toutes les petites filles. C'est impressionnant. Tout le monde veut sa Reine des Neiges. Toi, il y a une marque qui t'inspire le plus En licence, dans des campagnes qui ont été réalisées ces dernières années? j'en ai Alors, plein. tu parlais d'Harry Potter, mais est-ce qu'il y a une marque pour toi qui frôle la perfection? Une marque ou une licence?
Ça dépend. Ah, pardon, une licence, pardon. Sincèrement, je saurais pas forcément dire parce que il y en a plein qui sont super fortes. Je trouve que typiquement la licence Marvel est une licence Oui. exceptionnelle parce que du coup, ça parle à plein de générations différentes. Tout le monde va y trouver un petit peu son personnage un peu fétiche parce qu'il suffit un Spider-Man va attirer les plus petits, un Groot il va attirer des millennials, un Iron Man les un peu plus grands, etc. Donc, je trouve un Marvel typiquement est très fort parce qu'ils ont vraiment un univers très clair et plein de personnages. Pareil sur un Disney classique, Disney animaux, je pense que chacun s'y retrouvera forcément dans un personnage. Donc, le côté multi-personnage, je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, je trouve que Harry Potter est un excellent exemple parce qu'avec avec peu d'actu, voire pas d'actu, ils ont réussi à créer un univers avec Wizarding World, avec les animaux fantastiques qui arrivent derrière, etc., à faire des ponts entre les univers. Ils ont réussi vraiment à créer un monde un peu comme un Star Wars, en fait, un véritable monde Harry Potter qui peut du coup se suffire à lui-même sans forcément avoir de film. Donc je trouve que Harry Potter est vraiment très très fort. Mais après, il y en a plein. Il y a des licences comme les Monsieur Madame qui existent depuis des années et qui font qu'aujourd'hui ça fonctionne toujours autant. Une Barbie, c'est incontournable également. Ça a traversé des milliers de générations. Ça a su s'adapter à son époque. Un Star Wars aussi qui est tellement très fort. Donc, et après aujourd'hui, il y a aussi tout l'avènement des séries. Et ça, je pense que du coup, il y a quand même un vrai phénomène streaming / Netflix. Typiquement la série Riverdale, la série pour ados Riverdale, qui était ce que je compare à mon époque au Beverly Hills ou au Dawson qu'on a pu connaître. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Netflix, etc. Netflix a fait un vrai phénomène avec cette série. Aujourd'hui, Riverdale a fait une magnifique opération avec Jennifer. Et ça c'est des marques un peu millennials qui sortent du lot. Donc voilà, il y a un peu tout. Il y a vraiment, je pense, dans la licence, il y a les phénomènes un peu de société qui sont toujours là depuis des années, qui fonctionnent, Hello Kitty, Monsieur, Madame, etc., comme on disait tout à l'heure, Astérix, tout ça. Il y a vraiment le lien avec les sorties cinéma et un univers très fort, les Star Wars, les Harry Potter, les Marvel. Après, il y a en effet le côté vraiment série télé, parce qu'aujourd'hui, on voit des produits Riverdale, mais on voit aussi des produits Stranger Things qui fonctionnent très bien, Peaky Blinders, etc. Donc, on en voit aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment assez diversifié. Aussi les médias, parce qu'aujourd'hui, une marque comme Koh-Lanta est devenue une véritable licence, alors qu'à la base, c'est un programme de divertissement. Voilà, enfin, pour moi, il y en a vraiment, c'est un boulevard, c'est un univers énorme où chacun peut trouver, en tout cas, sa licence qui correspond à son ADN de marque, je pense, vraiment. Ouais. Quel est, je pense que tu es un peu observatrice en plus de ça, de ces tendances, mais quelles sont selon toi les grandes tendances à venir? On voit que Netflix catalyse beaucoup de viralité, notamment sur ces séries. Quelles sont les licences montantes selon toi? Alors même si tu en as déjà un petit peu listé, mais quelles sont les grandes licences à venir? Licence montante pour moi, il y a vraiment 2 phénomènes qui arrivent, qui sont du même coin d'ailleurs du globe, hein. Le manga. Le manga, ça c'est assez énorme, c'est quelque chose qu'on voyait très peu, donc l'animé, parce que c'est le nouveau mot maintenant, il faut dire l'animé et pas Mmh. le manga. Mais Ouais. quand on voit, et d'ailleurs Netflix, ça surfe sur la vague, hein, parce que forcément Netflix propose aussi bien toute Naruto, les 28 saisons de Naruto, il y a Dragon Ball aussi, enfin voilà, des One Piece. Il y a de plus en plus de séries manga qui étaient en plus déjà là depuis très longtemps, mais qui sont vraiment en train de monter en puissance, et c'est vraiment le nouveau phénomène des cours de collège, beaucoup. Donc le manga, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va ressortir très fortement là dans les années à venir. Le kawaii, toute la tendance vraiment japonisante du kawaii, qui est aussi extrêmement forte, qui je pense est une vraie tendance de fond qui va continuer à être mise en avant. Après, il y a vraiment le jeu de société qui continue énormément à surprendre. Là, c'est vrai que ça fait 1 an qu'il fait des scores exceptionnels. Alors, Covid, forcément, Ouais, ça ça joue. s'explique. Mais le côté, on joue en famille, on est ensemble, on passe un bon moment, je pense que ça va rester. Et quand on regarde, le jeu de société est devenu est devenu de tendance. Aujourd'hui, Uno, aujourd'hui, on voit tout. Ils ont fait des versions en ligne et on voit tous les youtubeurs qui sont des parties de Uno. C'est étonnant. Alors on retrouve finalement les jeux de société d'antan C'est qui ça. finalement qui aujourd'hui ont pas pris une ride encore. Pas du tout. Uno, Monopoly, typiquement, c'est des marques qui fonctionnent encore du feu de Dieu. Ouais. On parlait
au tout début de retailtainment ou d'entertainment. C'est une technique marketing qui combine à la fois la consommation et le divertissement, plus ou moins inspiré de l'univers de la culture, du gaming, etc. Ça veut dire aussi que l'expérience, du coup, n'est plus forcément commerciale. Elle est surtout située autour de l'expérience. Ça, c'est un sujet que tu connais bien aussi, le retailtainment. Complètement. Alors, c'est basé aussi là-dessus que j'ai basé et que j'ai fondé Histoire de Trade. C'est vrai que le retailtainment, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, on va dire que ça commence vraiment à être un mot qui ressort beaucoup dans des podcasts, dans des webinars, dans des salons, etc. Il y a même Clépierre, avec un institut d'études qui a sorti un magnifique livre blanc qui s'appelle justement L'essor du retailtainment. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut réenchanter l'expérience shopping. Il faut sortir du lot, il faut proposer des choses aux clients qui sont différentes d'un discounter, qui sont différentes d'un Amazon. On peut pas proposer la livraison, on peut pas proposer des prix aussi bas. Par contre, on peut proposer une expérience shopping autour du divertissement. Et c'est une valeur ajoutée aussi par rapport à la montée du e-commerce, Complètement. où là, l'expérience, elle est beaucoup moins présente en tout cas. Elle est beaucoup moins forte, l'expérience. Donc c'est vrai que le fait d'ajouter un peu de loisir et de divertissement, c'est comme ça qu'on va créer une préférence d'enseigne, c'est comme ça qu'on va créer une préférence de marque. Et aujourd'hui, le client, il a besoin de rêver un peu, il a besoin qu'on lui raconte une histoire. On est quand même dans un monde un peu compliqué, encore plus depuis quelques mois. Le client, il a vraiment besoin qu'on lui raconte un peu une histoire et d'avoir cette expérience shopping un peu différente. Et moi, je reste persuadée, pour l'avoir vu dans différentes opérations que j'ai montées, où il y avait du retailtainment, dès qu'on embarque le client, dès qu'il est avec nous, dès qu'il est convaincu, qu'il est en train de rêver avec nous et qu'il a un shopping un peu différent, il y a aussi une expérience CA qui fonctionne parce qu'on fait des accélérations assez hallucinantes en termes de chiffres. Ouais, c'est ça pour toi l'avenir des marques, cette combinaison entre le digital, le storytelling, l'expérience physique dans le point de vente. Pour toi, c'est ça vers quoi les marques doivent tendre à l'avenir? Pas toutes, parce que je pense qu'il y en a qui ne s'y prêtent pas forcément. Donc je pense que typiquement le retail discount, c'est pas là-dessus qu'ils doivent jouer parce que eux, ils ont un business model, je pense, qui fonctionne bien. Alors qui fonctionne bien maintenant, on verra dans 10 ans, ça peut s'épuiser. Mais pour moi, en effet, en tout cas, tout ce qui est retail à l'ancienne, j'ai envie de dire, même si c'est moche, mais le retail un peu plus à l'ancienne. On peut le dire. Oui, bon, voilà. Eux, ils doivent, pour moi, en effet, avoir cette stratégie-là un petit peu d'innovation, de partenariat, de collaboration, d'entertainment, de faire vivre des expériences aux clients, etc. En fait, aujourd'hui, pareil, dans ce côté retailtainment, il y a aussi tout l'avènement de ce qu'on appelle la promo valeur. Par exemple, la promo, c'est plus uniquement ce que c'était avant, c'est-à-dire, bah tiens, je vais te faire un deuxième à -50, je vais te faire un troisième à 1 euro, je vais te faire une réduction en carte Leclerc avec un ticket, etc. Il en faut, parce que c'est un peu la base aujourd'hui, c'est le contrat de base, et qu'on peut pas se permettre en termes de concurrence de ne pas proposer des prix promotionnels. Mais aujourd'hui, il y a aussi la promo valeur qui existe, et la promo valeur, c'est comment je fais aussi de la promo autrement. Et là, typiquement, c'est aussi là qu'on peut se servir de la licence. C'est un peu de la réduction financière détournée. Quand on regarde là que depuis 5 ans, les opérations collector en GSA, elles ont repris de l'ampleur à fond. Et que quand vous allez au drive, vous allez récolter vos petites vignettes à coller et ensuite pouvoir avoir la peluche de la Reine des Neiges à moitié prix. C'est de la promo valeur. Ça reste de la réduction déguisée, hein. Quelque part, on offre un discount de 7 € sur la peluche la Reine des Neiges. Mais c'est de la valeur. Du coup, on vient chercher, en fait, et quand je vais créer de la préférence d'enseigne, c'est vraiment ça qui va jouer, en fait. C'est pourquoi j'irais plutôt chez Carrefour que chez Auchan, alors que quelque part, ils me proposent les mêmes produits. Ouais, mais sauf que si je vais chez Carrefour et qu'en plus, je passe par le drive, j'aurai mes vignettes et puis que j'aurai Elsa en plus. Ouais, c'est un peu un enjeu de fidélité finalement. On propose une expérience qui fait revenir aussi les consommateurs. Tout à fait. Et c'est quand même aussi un enjeu très fort parce que de toute façon, quand on regarde avec la problématique de la guerre des prix, c'est qu'on a de plus en plus de clients zappeurs et opportunistes. Ouais. Toi aujourd'hui, alors tu es entrepreneur ou consultante indépendante, je ne sais pas comment on peut te décrire. Tu as monté Histoire de Trade. Oui. En quoi ça consiste? Histoire de Trade, en fait, Histoire de Trade va intervenir un petit peu sur tous ces sujets. Alors d'une manière, en fait, je peux intervenir sur une partie ou sous toute la chaîne d'une opération. Donc déjà, c'est vraiment du conseil aux marques, aux retailers ou aux licences pour savoir comment bien raconter leur histoire, quelle marque, enseigne, licence pourrait matcher entre elles, pour quelles raisons.
Si ça match entre elles, quelle opération commerciale on peut mettre en place avec la mécanique, etc. Mais surtout adapté à chaque enseigne pour que vraiment ça soit une opération unique pour chacun. Qu'est-ce qu'on propose aux clients fidèles? Qu'est-ce qu'on propose comme plan de com? Pourquoi on va là-dessus et pas là-dessus par rapport à notre ciblage, etc. Donc vraiment avoir de l'opération très ciblée et très affinée en fonction de l'enseigne et des partenaires. Et ensuite, c'est de l'accompagnement opérationnel pour ceux qui ont besoin parce que ressources supplémentaires, etc. Mais voilà, je vais vraiment, je suis sur un accompagnement aussi bien de conseil qu'un accompagnement commercial, créatif et opérationnel. Et après, selon les besoins de chacun, j'adapte. Alors, tu t'es lancé il y a combien de temps? Il y a 3 mois, c'est tout frais. Est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver sur un site web, sur des réseaux sociaux éventuellement? Oui, alors je suis sur LinkedIn. Alors j'ai ma page à moi, donc ma page Elisa Ouvrard, mais j'ai également sur LinkedIn ma page Histoire de Trade. Oui. Et il y a également un site internet qui est tout simplement Histoire de Trade au pluriel, histoire, je précise, histoiredetrade.com, où j'ai mon site où je présente également tout ce que je sais faire. D'accord. On mettra le lien dans la bio pour que tout le monde puisse s'y rendre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elisa, pour la suite? Plein de belles histoires en fait à raconter. Moi, j'adore ça. Je suis passionnée. Enfin, c'est voilà, moi, c'est en fait Histoire de Trade, c'est à la rencontre de mes 20 ans d'expérience, du meilleur de mes deux vies en agence et dans le retail. Et c'est vraiment justement de mettre à profit tout ça pour réussir à créer des belles histoires, à faire vivre du shopping un peu différent, à mon échelle, parce que je suis toute seule, faire un peu bouger les lignes et réenchanter un peu le commerce. Donc j'ai envie de souhaitez-moi surtout des très belles histoires à raconter. Honnêtement, je te le souhaite. C'est un beau projet et je suis convaincu que des marques seront attentives à tes conseils. Merci en tout cas, Elisa, pour ce podcast. C'est très intéressant et j'espère que ça le sera aussi pour nos auditeurs. Merci à toi, Jonathan. Merci Merci, Elisa. À beaucoup. bientôt. Écoute, au revoir.